Cette année, nous avons franchi des étapes cruciales ensemble. Malgré la violence des attaques, TVL a résisté à la censure bancaire orchestrée par la Macronie et en guise de réponse, nous avons atteint le 1 million d'abonnés. Mais avec son label médiatique, Emmanuel Macron espère maintenant verrouiller l'information pour tuer toute forme de contre-pouvoir d'ici 2027. Il veut tuer les médias indépendants qui échappent à son contrôle. Les patrons des plateformes numériques ont d'ailleurs avoué sous serment qu'ils manipulaient les réseaux sociaux et leurs algorithmes pour masquer les informations qui déplaisent au pouvoir. Ils nous appellent les contenus gris, ceux qui respectent la loi, mais pas la doxa. En 2017 et en 2022, le système voulait que vous écoutiez Macron, que vous regardiez Macron, que vous lisiez Macron, que vous mangiez du Macron midi et soir. Et ils feront pareil avec leur nouvel élu. Les unes des magazines d'oligarques, les 20 heures du service public, les officines atlantistes et otaniennes qui veulent la guerre, leur favori inondera vos médias. Sans TVL, vous aurez la nausée. Si TVL disparaît, c'est la figure de proue de l'information alternative indépendante qui meurt. C'est la liberté d'expression qui recule. Ce sera la victoire du système que nous combattons. Et si je demande aujourd'hui votre aide, ce n'est pas seulement pour tenir, c'est pour grandir avec vous, développer notre indépendance, multiplier nos programmes et décupler notre force de frappe. Il ne reste que quelques jours, alors mobilisez-vous dès maintenant, je compte vraiment sur vous. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat, accompagné de Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, la semaine dernière, il faut noter qu'on lit les commentaires des téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous dire, à nous faire remarquer que Brigitte Macron n'était pas à proprement parler Première dame. Je concède, il s'agit d'un abus de langage de ma part. Cependant, notons qu'elle possède bien un cabinet rien qu'à elle pour l'exercice de ses fonctions. Elle a 4 collaborateurs, dont 2 qu'elle partage avec son mari, des collaborateurs élyséens, bien sûr. Et notons qu'elle coûte à la République 315 000 € annuels, selon le dernier rapport de la Cour des comptes. Et ce, sans compter sa protection privée, sans compter le service brushing et maquillage, que là encore, nous dit-on, elle partage en partie avec son mari. Fin de la parenthèse, place au programme. Il y a un coup de perruque. Et oui, les cheveux. Les cheveux, oui, bien sûr, ça coûte un petit peu d'argent. Oui. Pour notre image de la semaine, Jean-Yves, nous allons revenir sur la colère des agriculteurs face à la mort de leurs vaches qui sont abattues à cause de la dermatose nodulaire. Et puis, nous reviendrons dans notre dossier du jour, c'est un peu notre lame de fond dans Immédiat en ce moment, sur la commission d'enquête parlementaire menée excellemment par le rapporteur Charles Aloncle, qui décidément mitraille particulièrement le service public. À noter que l'une des auditions qui a lieu en ce moment même où nous parlons, c'est l'audition de Thomas Legrand. Thomas Legrand, dont vous pourrez donc retrouver le portrait piquant à la fin de cet Immédiat. Si vous êtes prêts, c'est parti pour ce programme chargé. Dermatose nodulaire, les actions des agriculteurs en France continuent, Jean-Yves. France Bleu en recense 80 dans toute la France qui sont prévues aujourd'hui. Les agriculteurs sont de fait en colère. Ils sont en colère doublement en plus contre le Mercosur, qui est une deuxième partie du problème dans la dermatose nodulaire. La Nouvelle République a titré de la façon suivante, en reprenant un propos d'un des agriculteurs qu'ils ont interrogé. Ils déploient les CRS pour aller tuer 200 vaches, mais pas sur les points de deal. La colère agricole ne retombe pas. Nous avons également l'article « On est dégoûté, le malaise des gendarmes face aux éleveurs ». Il y avait toute une question, Jean-Yves, autour de CRS qui auraient déposé... de CRS, gendarmes, de gendarmes qui auraient déposé leur casque à un moment de l'intervention
de sécurisation de l'abattage de ce troupeau. On a un peu plus d'informations avec le JDD qui dit que cette séquence en question correspondait à un moment de désescalade des tensions ou comment dire que la gendarmerie s'en tire bien pour justifier cela. Alors ça, c'est très possible parce qu'il y a un espèce de rituel. On met le casque avant un affrontement ou une possibilité d'affrontement, on le retire un peu en geste de paix. Donc il est possible effectivement que la photo qui était prise, on voit les gendarmes qui posent le casque, corresponde à cette période-là. Voilà. C'est toujours difficile d'interpréter les images et il faut rester prudent. Bien sûr. Alors, il y a ces mots qui sont très intéressants, toujours Dordogne libre, c'est la guerre ici. Donc, on parle quand même de guerre, des agriculteurs qui appellent à manifester devant les préfectures. On voit bien qu'il y a une guerre contre le positionnement politique, d'ailleurs. Et on a notamment, dans les médias, un agriculteur qui a beaucoup tourné. Il était sur LCP, par exemple. Il s'agit de Nicolas Prudhomme, qui a, lui, vu son troupeau quasi entièrement abattu suite à la dermatose nodulaire. Il a été un peu précurseur là-dedans. Et il déclare ceci: dans les médias, tout le monde donne son avis et il y a beaucoup de bêtises qui se racontent. Faites confiance à ce que l'on vous dit. C'était son témoignage. Jean-Yves, est-ce qu'il faut faire confiance à tout ce qu'on nous dit, hein? Alors, d'abord, il est choisi pour faire passer le message que l'abattage est la solution. Et évidemment, il a une certaine crédibilité pour en parler, puisqu'il est éleveur et qu'il a été victime du dispositif. Ceci étant, c'est un peu gênant de le voir dire « faites confiance à ce qu'on vous dit », parce qu'au fond, il relaie la propagande officielle. Et ce qu'on vous dit, derrière ce qu'on vous dit, il y a l'idée, mais c'est scientifique. En fait, c'est pas scientifique, ce sont des décisions politiques. Quand on décide d'abattre 200 vaches avec des CRS, des blindés, c'est une décision politique. Alors effectivement, on peut dire que les 200 vaches, une fois qu'elles seront abattues, elles ne contamineront plus. Ça, c'est vrai. Donc il y a une réalité, mais la décision d'abattre des vaches, systématiquement, comme on le fait, ce n'est pas une décision scientifique, c'est une décision économique et politique qui peut effectivement s'appuyer sur une base scientifique, à savoir que quelqu'un est mort ne contamine plus. Mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui aurait la grippe, pour quelqu'un qui aurait le sida, s'il est mort, il ne contamine pas, c'est scientifique. Est-ce que pour autant il faut tuer? Alors on va me dire, c'est pas des hommes, c'est des vaches, d'accord. Mais voilà, bien distinguer, il y a un abus de vocabulaire, il y a une instrumentalisation du mot la science, les scientifiques, etc., à des fins politiques, dans ce domaine-là comme dans d'autres domaines. On peut penser au climat, on a pu avoir ça au moment du Covid. Il y a un abus de vocabulaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur Europe 1, ils ont reçu Pierre-Guillaume Mercadal, qui est l'un des soutiens de ce mouvement de colère des agriculteurs. Et lui, il déclare ceci: BFM et la Dépêche ont massivement désinformé. Ils ont cassé le mouvement juste avant l'arrivée des CRS, disant que les propriétaires de vaches avaient abandonné pour accepter, en fait, finalement, cet abattage de vaches. Ce n'est absolument pas vrai, disait-il. Et dans la presse, effectivement, à cet instar, Jean-Yves, on a vu beaucoup de « faites attention au complotisme contre la dermatose nodulaire »,« faites attention à la sphère d'extrême droite qui fait monter la pression »,« n'allez pas sur X pour vous informer », alors qu'en réalité, l'information de première main, cette fois-ci, encore, j'ai envie de dire, elle se trouvait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, pas forcément dans les médias officiels dans un premier temps. On a cet article d'ailleurs du Nouvel Observateur qui est intéressant et plutôt honnête. Agriculteurs, face à la dermatose, la FNSEA, vous savez, c'est le grand syndicat agricole officiel, tout à fait, parce qu'il y en a d'autres, plus à gauche ou plus à droite. La FNSEA invoque la science, donc on invoque la science. La science, c'est Dieu. La science, c'est Dieu, ouais. Puisqu'on l'invoque, c'est Dieu. Il n'y a pas, la science, ça n'existe pas. Il y a des opinions scientifiques dont on peut discuter. Il y a des opinions scientifiques qui peuvent être prédominantes, mais la science, ça n'existe pas.
Et vous allez voir que cette fois-ci, la science a été invoquée par la FNSEA pour répondre aussi, nous dit-on dans cet article du Nouvel Observateur, à une logique économique. La science est au service de l'argent, Jean-Yves. C'est nouveau. En l'occurrence, il y a derrière l'abattage des vaches des procédures, à savoir les procédures qu'on ne peut pas exporter des vaches qui sont susceptibles de contaminer ou d'être contaminées. Ce qui posera d'ailleurs, ou ce qui a posé un problème par rapport au vaccin, puisque la vache qui a été vaccinée, elle est séropositive aussi, donc ça peut poser un problème. Mais là, on est dans les procédures. Donc c'est tout à fait autre chose d'être dans les procédures que d'être dans la science, entre guillemets. Je peux envoyer nos amis qui nous regardent sur le site Polémia, où le docteur de Peretti a fait un article tout à fait réfléchi et nuancé. Il ne s'agit pas de nier l'existence de cette maladie, il s'agit de relativiser les faits, qui ne se transmet pas à l'homme, de relativiser les faits et de voir quelles sont les possibilités pour la limiter ou l'éradiquer, et pas forcément uniquement l'abattage de troupeaux entiers dont une seule bête est malade. C'est ce que réclament les agriculteurs. En fin de compte, d'ailleurs, Alain de Peretti avait également été interrogé pour le JT de TVL. Toute cette agitation, en tout cas autour des éleveurs et des agriculteurs, Jean-Yves, aura fait exercer une certaine pression sur la France, qui a demandé à l'Union européenne le report des échéances prévues cette semaine autour du Mercosur. Donc on voit bien que là encore, il y a un vrai aspect politique et d'ailleurs les coopératives U se sont déjà positionnées et ont déclaré qu'elles n'achèteront pas les produits issus de l'accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur en geste un peu de soutien finalement aux agriculteurs et aux éleveurs qui sont les premiers producteurs de ces grands magasins. C'est sans doute une opération de com', de même que le report de l'accord, c'est de la communication. On ne va pas le signer demain, on est en décembre, mais on va le signer début janvier, où on aura ajusté quelques virgules. Le problème fondamental, c'est jusqu'où va-t-on dans le libre-échange. Et c'est assez intéressant de voir qu'alors que le président des États-Unis, Trump, a mis le pied sur le frein du libre-échange et a rétabli un certain nombre de droits de douane, les Européens continuent d'aller toujours plus loin dans cette direction, au risque évidemment de perdre la souveraineté alimentaire. Place maintenant à notre dossier du jour sur le service public. Je vous propose de commencer ce dossier avec un mot sur la privatisation du service public et ceux qui soutiennent cette privatisation, et notamment Sarah Knafo, qui en est un soldat très efficace. Je vous propose de regarder son intervention face à Nathalie Saint-Cric. Vous proposez la privatisation. D'abord, même les groupes privés n'en sont pas du tout enchantés parce que ça leur prendrait du marché publicitaire. Je ne suis pas la représentante des groupes privés, mais de l'intérêt général. C'est très ironique, vous faites la défenseuse des groupes privés en disant que même les groupes privés n'en veulent pas. Je le redis, je ne suis pas la défenseur, la lobbyiste des groupes privés. Moi, je défends l'intérêt général. C'est mon métier. J'ai été élue pour ça. J'ai été élue par les Français pour défendre leur intérêt. Donc, ce qui m'importe, ce n'est pas le fait que des chaînes privées vont toucher des revenus publicitaires plus faibles. Vous êtes sympathique de vous soucier des finances de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce que c'est légitime que les Français payent 4 milliards d'euros avec leur impôt, avec leur argent? Est-ce que c'est légitime que les Français soient des abonnés captifs qui doivent payer tous les ans 130 euros d'abonnement forcé alors qu'ils ne l'ont pas décidé? Et la question mérite d'être posée. En effet, Jean-Yves, vous avez un commentaire sur c'est assez péchu de parler devant le service public de la suppression de leur crédit. C'est tout à fait nouveau, parce que pendant très longtemps, les hommes politiques, ou les femmes politiques, avaient peur des médias, et la thèse, c'est on ne critique pas les médias. Si on critique les médias, ils ne vous inviteront plus. Eh bien, c'est en train de changer. Alors, on le voit avec cette déclaration de Sarah Knafo, mais on le voit surtout, on va y venir, avec le travail de Charles Lalonde sur la critique, la commission d'enquête sur les médias de service public. C'est vraiment un changement de perspective. Vous savez, pendant très longtemps, l'habitude, c'est que le chien morde le facteur. Et là, c'est le facteur qui mord le chien. Moi, je trouve ça très drôle.
Ça change en effet. Je vous propose de regarder maintenant Benjamin Duhamel qui interrogeait Charles Aloncle, enfin du moins qui le passait à la question, on va dire, enfin qui essayait. On regarde. Pendant vos auditions, Charles Aloncle, des extraits vidéo sont publiés en direct sur vos réseaux sociaux, extraits qui reprennent plus souvent vos questions que les réponses qui sont apportées. Est-ce que c'est une commission d'enquête à charge et à décharge ou, je vais citer là le président de la commission, Jérémy Patrielletus, qui dit « Vous vous contentez de faire des vidéos TikTok ». Il faut citer dans ses auditions un mail qui démontrerait que France Télévisions a cherché à faire pression sur la Cour des comptes pour qu'elle décale la publication de son rapport, ce qui a été démenti tant par la Cour que par France Télévisions. Est-ce que vous l'avez ce mail ou pas? Ça veut donc dire que vous posez des questions sur la base de rumeurs, puisque vous dites on m'a parlé de ce mail, mais vous n'avez pas ce mail en votre possession. Vous allez convoquer Patrick Sébastien ou pas à la commission d'enquête? C'est ce que disent nos confrères du Journal du Dimanche. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne pose aucune question sur le contenu de l'enquête, mais il essaye de le tacler. Oui, alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on a passé maman. Et qu'on passe maintenant fiston. Voilà, le service public est une grande famille. La grande famille. Une grande famille, c'est touchant. Alors, Charles Aloncle a quand même réussi à en placer quelques-unes, comme il sait si bien le faire. Il a déclaré « Je pensais l'Arcom parfaitement garante du pluralisme. En audition, son président a été incapable d'expliquer pourquoi Philippe de Villiers est comptabilisé comme personnalité politique, mais pas Éric Dupond-Moretti, Cécile Duflot ou encore Daniel Cohn-Bendit. » Effectivement, c'est la question... la réponse est dans la question. C'est la partialité de l'Arcom. Tout à fait. Voilà. Et alors, il y en a une qui s'est un peu émue de cette commission d'enquête parlementaire, c'est Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a été interrogée par Benjamin Duhamel, encore monsieur le fils de Nathalie Saint-Cric. Et vous allez voir, Benjamin Duhamel lui demande de punir, la punition. On écoute ça tout de suite. Parfois, les commissions d'enquête peuvent être dévoyées ou utilisées à des fins politiques. Il faut faire attention parce que c'est un formidable outil de contrôle du Parlement sur l'action des pouvoirs publics. Et donc, il faut veiller au respect des règles. Et les rapporteurs, les présidents doivent le faire. Donc, effectivement, les live tweets, le fait que des personnes auditionnées ou qui vont l'être l'apprennent par voie de presse interposée avant même de recevoir une convocation. On voit bien que parfois les auditions sont compliquées. Donc moi, j'appelle en tout cas chacun, le président et le rapporteur, à essayer de garder le maximum de dignité à cette commission d'enquête. Il en va de la crédibilité des travaux du Parlement. Vous leur avez dit, vous avez échangé à ceux qui animent cette commission d'enquête? Alors je suis en train effectivement de rappeler à l'ordre le rapporteur. Dignité, crédibilité, rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Alors dignité, ça c'est le mot parfait. Quand on veut censurer quelque chose qui déplaît, on fait appel à la dignité. Il n'y a aucune atteinte à la dignité. Et puis alors, c'est absolument ridicule, dire la commission d'enquête est détournée à des fins politiques. Enfin, les commissions d'enquête parlementaires, elles sont faites par des hommes politiques. Donc les hommes politiques, ils font de la politique. Alors simplement, la politique, c'est autorisé quand c'est à gauche, c'est autorisé quand c'est à l'extrême gauche, c'est autorisé quand c'est à l'extrême centre, mais si ça sort de ce cadre-là, alors là, c'est plus autorisé. Enfin, et là, elle fait. Enfin, c'est le petit Roquet qui interroge le petit toutou, quoi. Voilà. Je garde la comparaison canine. Oui, je vois ça. Alors, ce qui est absolument extraordinaire aussi, ce sont ces attaques contre Charles Aloncle à propos de ses live tweets. Alors que ces vidéos sont pourtant diffusées sur LCP, ça ne pose pas de problème. Mais je remarque que la presse en général ne reprend qu'assez peu le contenu des auditions. Donc, heureusement que Charles Aloncle fait le travail sur ses réseaux sociaux. Il a d'ailleurs, en fait, des personnels qui travaillent pour lui pour faire ça. C'est un bon député qui a de bons collaborateurs qui travaillent, voilà. Il devrait y en avoir davantage comme cela. Voilà. BFM TV qui parle de Charles Aloncle. Qui est Charles Aloncle, ce député qui passe sur le grill les pontes de l'audiovisuel public, mais également le canard enchaîné qui revient sur le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Le ciotiste Charles Aloncle mène la croisade de l'extrême droite contre les patronnes de France Télé et Radio France et n'oublie pas de prêcher la bonne parole dans les médias Bolloré. Charles Aloncle, il va partout où on l'invite. Il va partout où on l'invite, évidemment. Et il s'exprime en direct sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Voilà, mais ils sont dans le monde ancien.
Tout à fait. Alors, Sybille Veil, la patronne de Radio France, a déclaré que France Inter n'était ni de droite ni de gauche, à deux doigts de reprendre l'ancien slogan du Front National. Et Radio France a exprimé ceci: nos radios, ce sont 5600 invités chaque mois et des dizaines de thèmes différents, encore heureux. Dès demain, chacun pourra le constater en toute transparence en accédant à notre baromètre du pluralisme sur Radio France. Donc le baromètre, il est sorti aujourd'hui puisque l'audition de Sybille Veil était hier. On a essayé d'aller sur le baromètre. Je vous passe les images. Vraiment, j'ai enregistré l'écran de mon portable. Quand on clique pour accéder au baromètre du pluralisme, ça ne fonctionne pas. Ah non, ouais. C'est QFD. Voilà. Alors, Charles Aloncle, qui revient justement sur cette pluralité de France Inter, cite une auditrice qui dénonce le manque de neutralité et l'entre-soi d'une pensée de gauche qui exclut. C'est une auditrice qui a témoigné de cela. Il revient aussi sur les propos de Thomas Legrand. Vous savez, Thomas Legrand, c'est son audition aujourd'hui, je vous le rappelle. Il y a le portrait piquant en fin d'émission. Thomas Legrand qui a lui-même parlé de France Inter en disant que c'était le marais du centre droit, du centre gauche. Ce sont les mots de Thomas Legrand, qui était auparavant journaliste sur France Inter, qui est on ne sait pas trop d'ailleurs là en ce moment, qui est entre deux. Il travaille à Libération essentiellement pour l'instant, mais il est en pause chez France Inter. Et puis il y a aussi un sondage IFOP très intéressant qui mentionne que 70% des auditeurs de France Inter ont voté à gauche en 2024 contre 30% des Français. Là, c'est les vases communicants, mais il y a quand même alors la chose. question qui se pose, c'est est-ce que c'est la propagande de France Inter qui fait qu'ils votent à gauche, ou est-ce que ce sont les gens de gauche qui vont écouter une radio de gauche, ou est-ce que c'est un peu des deux? Mais ce sondage prouve absolument l'absence de neutralité de France Inter. Voilà. En tout cas, c'est une commission d'enquête parlementaire qui n'est pas finie et qui va avoir des conséquences, puisque Charles Aloncle va saisir le procureur de la République par article 40, comme il en a le droit, pour dénoncer des faits de détournement de fonds publics, de soupçons d'emploi fictif, de prise illégale d'intérêt ou encore de pacte de corruption. Ça n'a pas fini de chauffer pour le service public. Oui, si le procureur ne classe pas l'affaire, voilà. Rapidement. Ouais, vous semblez croire en l'indépendance de la justice vis-à-vis du politiquement correct. J'ai quelques doutes. Alors, Thomas Legrand, avant sa commission d'enquête parlementaire, en tout cas avant son passage devant cette commission d'enquête parlementaire, il a été bien briefé. Figurez-vous qu'il a rencontré, ou plutôt que Laurence Bloch l'a rencontré. Laurence Bloch, c'est l'ancienne présidente de France Inter, et elle lui a personnellement demandé de rompre toute collaboration avec la station France Inter pour agir, pour protéger la radio. Et elle lui a évidemment dit que, évidemment, Thomas, on ne dit pas qu'on s'est vu pour préparer ce passage. Vous avez un commentaire là-dessus aussi, Jean-Yves? C'est un peu téléphoné comme petit propos. C'est vraiment un petit gang de gauche, quoi. C'est un petit gang de gauche qui vit de l'argent public. Voilà, c'est ça la réalité. Tout le reste... Affaire à suivre, mais il va être, je pense qu'il va être bien cuisiné par M. Aloncle, malgré les réprimandes de la surveillante générale, Mme Yael Braun-Pivet. Yael Braun-Pivet, voilà. Enfin, en tout cas, chers téléspectateurs, sachez qu'en ce moment, l'on défend vos intérêts, c'est-à-dire les médias indépendants et l'indépendance médiatique. Aidez-nous, l'indépendance a un prix, ce sont vos dons qui nous permettent de vous parler. Et on commence les pastilles de l'information avec une petite comparaison qu'on se permet entre deux personnages. Vous allez voir, on va revenir sur le cas de Jordan Bardella, mais également sur le cas de Nicolas Sarkozy, chacun dans son genre. Jordan Bardella, pour commencer, a cet article de l'agence France Presse, l'agence France Propagande, Jean-Yves, surexposé par son statut de favori des sondages. Jordan Bardella est désormais attaqué sur sa jeunesse et son inexpérience du pouvoir. Mépris social, riposte l'intéressé, soutenu en bloc par ses troupes, malgré de premiers signes de fragilité. Jean-Yves, vous avez un commentaire là-dessus? Je crois que le commentaire, il est très simple. On attaque toujours
d'abord le numéro 1 dans un mouvement. Bon, et jusqu'ici, Bardella, il était protégé, en quelque sorte, il y avait le bouclier de Marine Le Pen. À partir du moment où Marine Le Pen est en voie de ne pas aller à la présidentielle en raison de l'inéligibilité, Bardella va passer en première ligne. Et il va faire l'objet de la diabolisation. Parce que la diabolisation, ça ne dépend pas du diabolisé, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il est, ça dépend des diabolisateurs. Et à partir du moment où Bardella est en numéro 1, il va faire l'objet de campagnes de diabolisation, de démolition. Voilà, ça commence d'ailleurs. Ça commence. Il est, eh bien, dans quel... ça commence. On verra dans quel état il est dans un an. Et quelles que soient ses qualités ou ses limites, il sera plein de coups. Parce qu'on lui aura porté plein de coups. C'est la vie. Alors Darius Rochebin s'est quand même légèrement moqué de lui en lui disant qu'il s'était fait mettre en boîte par Roselyne Bachelot. La séquence, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je vous la résume très rapidement, c'est que dans l'émission Quelle époque, face à Léa Salamé, donc le prime de France 2 qu'elle présente, eh bien on lui a fait passer l'exercice du photocall, qui est un exercice assez débile en plus quand même, mais bon bref, passons. On lui passe des dizaines de portraits de personnalités politiques, passe le portrait de Nicolas Sarkozy, il répond où est-ce qu'il trouve toute cette énergie, et puis il y en a d'autres qui circulent, et vient le portrait de Donald Trump et il répète où est-ce qu'il trouve toute cette énergie, ce qui est un manque un peu de oui, mais c'est pas forcément des mauvaises réponses par rapport aux deux personnages. Trump et Sarkozy, oui, ils ont beaucoup d'énergie, voilà, oui. C'est vrai ça. C'est vrai, ce sont deux vrais hommes politiques agiles dans leur façon de fonctionner. Et donc là, évidemment, Roselyne Bachelot... Il y a une différence, c'est que Trump, il fait vraiment des choses, alors que Sarkozy, il a plutôt baladé les gens. Il n'est pas allé en prison. Bon, et puis il n'est pas allé en prison. Oui, il aurait pu y aller. Il a fait seulement la phase mugshot, lui. Et donc Roselyne Bachelot lui a dit, vous répétez là un petit manque d'imagination en ricanant comme elle sait bien le faire et en déclarant au secours le cirage de pompe. Et puis donc tout tant et si bien que quand est venu le portrait de Vladimir Poutine, elle a répondu à la place de Jordan Bardella en lui disant où est-ce qu'il trouve toute cette énergie, et tout le plateau a éclaté de rire. Jordan Bardella a répondu à Darius Rochebin, vous voyez bien à quel point la période est malhonnête, avec un montage on peut faire dire tout et n'importe quoi, je suis extrêmement solide. C'est ce que l'on suivra. Toujours est-il que Nicolas Sarkozy, maintenant, est la deuxième personnalité qui va nous intéresser. Nicolas Sarkozy n'est pas passé dans les mêmes médias que Jordan Bardella. Il a choisi une stratégie assez différente. En effet, il est passé dans le podcast Légende, présenté par Guillaume Pleyel. C'est le seul média, la seule interview média qu'il aura accordée à propos de son livre « Le journal d'un prisonnier », suite à son expérience de 20 jours en prison, ce qui n'est donc pas non plus 20 ans. Et ce qui est significatif, c'est qu'il a préféré un média Internet aux grands médias ou aux grands JT. Et ça, c'est un changement de paradigme malgré tout, d'autant plus que son livre se vend vraiment bien, puisqu'il en est déjà à 100 000 exemplaires vendus. Jean-Yves, vous avez un commentaire? Oui, c'est à comparer d'un certain point de vue à ce qu'a fait Bardella. Bardella a refusé des passages sur des grandes plateformes, comme Les Incorrectibles, par exemple, et il est allé un peu dans la gueule du loup du service public pour avoir une espèce d'onction du service public. C'est peut-être une vieille stratégie. Si vous regardez d'ailleurs Trump, il est passé par les podcasts beaucoup plus que par les médias officiels. Donc c'est assez amusant de voir que des hommes plutôt âgés comme Sarkozy et Trump vont vers des médias nouveaux, alors qu'un homme plutôt jeune, et à qui d'ailleurs on reproche la jeunesse, cherche l'onction de l'ancien monde. Revenons rapidement dans cette pastille sur l'attentat qui a eu lieu sur la plage de Bondi Beach en Australie. On va commencer avec BFM qui va être particulièrement dans notre viseur, et pour cause. Ils ont parlé à 9h35 en tweet d'un incident en cours sur la plage de Bondi Beach, alors que évidemment tout le monde a qualifié cela sans difficulté par la suite d'attentat. Ça aurait pu être une erreur de terminologie si l'affaire s'en était tenue là, mais le lendemain ils refont un
un tweet article en direct. C'est un bon garçon. La mère et l'épouse des 2 suspects ne croient pas à l'implication de son fils dans l'attentat de Sydney. Ce sont toujours les articles lacrymales, finalement, qui rajoutent de l'émotionnel, là où, en fait, il faudrait du correctionnel. Même du criminel. Du criminel, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et on a également, je passe très rapidement, mais le Premier ministre australien qui a évoqué un durcissement des lois sur les armes à feu. C'est toujours l'objet et non pas l'auteur. Je crois qu'il y a d'ailleurs sur ce sujet... Les auteurs sont des islamistes radicaux. Les auteurs sont des islamistes. Voilà. Alors, ça n'a pas été beaucoup souligné. D'abord, on met en avant l'antisémitisme, qui est exact, mais qui est pratiqué par qui? En l'occurrence par les islamistes. Et on a un article assez intéressant de Jean-Yves Camus qui... dans Charlie Hebdo. Dans Charlie Hebdo, qu'on ne cite pas tous les jours, et qui explique que la politique australienne, la politique de sécurité australienne s'est beaucoup dirigée contre l'ultra-droite, a mobilisé beaucoup de forces contre l'ultra-droite, et beaucoup moins contre les islamistes, alors que les risques n'étaient peut-être pas équivalents, même s'il y a eu, c'est vrai, un attentat très, très violent il y a quelques années, venant effectivement de ce qu'on peut appeler l'extrême droite en l'occurrence. Voilà. Quelque chose de violent cette fois aussi, c'est cette attaque contre la raclette que nous déplorons bien sûr, avec cet article du Huffington Post, Journée mondiale de la raclette, qui avait lieu il y a 4 jours. Donc, comment limiter le bilan carbone de cette recette conviviale? Et oui, alors c'est un article qu'ils refont régulièrement quand même, il faut le noter tout de suite, qu'ils ressortent, puisqu'en 2022, ils avaient déjà fait exactement le même article, exactement la même illustration. Quelles sont les préconisations du Huffington Post, si elles vous intéressent toutefois, chers téléspectateurs? Eh bien, la raclette, figurez-vous, produit 2,5 kg de CO2 par personne. C'est terrible, c'est terrible. Je pense qu'ils comptabilisent bien sûr l'élevage des vaches laitières et la production du lait. Ils oublient le paix de méthane des vaches, là. Ouais, peut-être que ça n'a pas été comptabilisé, mais c'est une erreur de leur part. C'est pas sérieux de leur part, là. Et alors, pour limiter, bien sûr, ce bilan carbone qui est épouvantable, qui est extrémiste même, eh bien, il préconise d'intégrer du brocoli et des champignons dans la raclette. Au revoir les petites pommes de terre qui sont pourtant si bonnes. Et puis, ils disent aussi qu'il faut préférer la bière au vin, mais surtout, plus que la bière encore, le thé noir. Voilà. Donc ça s'appelle plus une raclette, c'est ça le problème, mais voilà, rendez-nous les fromages, quoi. Alors, c'est un élément, si vous voulez, on est dans une société de propagande permanente. C'est-à-dire que, je veux dire, tout est matière à ramener ça au bilan carbone et en même temps à déconstruire quand même un certain nombre de traditions. Moi, je suis pas fan de la raclette au demeurant, mais... Vous avez tort. Bon, peut-être que j'ai tort, mais c'est de la déconstruction et c'est de la propagande, puisque matin, midi et soir, on est subi à la propagande de l'alarmisme climatique. Vive la raclette libre! Mathieu Pigasse, vous savez, l'homme d'affaires, le banquier d'affaires et possesseur de médias, eh bien, il songe à être candidat en 2027, Jean-Yves. Oui, alors ça pose quand même un problème, parce que en fait, il fait sa notoriété par ces sociétés de production, par Mediavan, qui elle-même vit à hauteur de 110 millions par an, je crois, de chiffre d'affaires, du service public. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un détournement des moyens du service public au service d'une ambition politique? Est-ce que le parquet national financier, qui est très vigilant, j'ai remarqué sur un certain nombre de personnalités, ne pourrait pas se pencher sur cette question? Élection au Chili, le choix des mots était relativement piquant par rapport à l'agence France Presse. Il revenait sur les 2 candidats crédités d'une large avance par les sondages ultra-conservateurs. José Antonio Cast, avocat de 59 ans, affronte Jeannette Jarrat, une communiste modérée.
Voilà. Ça, c'est joli, hein. C'est beau, ultra-conservateur, communiste modéré. Et BFM, une fois le résultat acquis, a parlé de la victoire de l'extrême droite. Effectivement, le candidat de droite a gagné par 58% des voix, je crois, contre le candidat de gauche. Oui. Qui n'était plus communiste. Voilà. Hop là, là on sait manier le vocabulaire, et chez BFM, et à l'agence France Propagande. Papa, maman, comment est-ce que c'était avant le Covid? C'est une vraie question qu'il va falloir se poser, parce que figurez-vous que la grippe faisant un peu des dégâts en ce moment, comme chaque année, on est en plein dans la période, eh bien, on se demande s'il faut faire un autotest avant de se réunir en famille. Depuis quand est-ce qu'on se pose ce genre de questions? C'est donc la chef du service santé BFM TV qui recommande ceci. Et BFM TV a également reçu Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, que personne ne connaît, qui appelle, elle, à remettre les masques. Jean-Yves, est-ce que ce sont des informations ou est-ce que ce sont des publi-reportages des entreprises de masques et des entreprises d'autotest? C'est une vraie question qu'il faudrait se poser. On peut se poser la question. En tout cas, c'est de la propagande. C'est de la propagande parce que, je veux dire, avant le Covid, il y a toujours eu des grippes l'hiver, évidemment, mais c'est pas pour ça qu'on ne se réunit pas naturellement. On est en train d'aller vers une société qui se veut hyper hygiéniste. Voilà. Et là aussi, c'est pas la science. Parce que c'est vrai qu'il y a des contaminations quand les gens se rencontrent. Mais est-ce qu'il faut tuer la vie sociale pour ça? Mais est-ce que les gens n'avaient pas un peu de bon sens auparavant, avant qu'on leur donne des recommandations stupides à la télévision? C'est aussi une entrée de la propagande et une entrée de l'État dans la vie privée, dans la vie interpersonnelle des gens. C'est une forme de totalitarisme. Plusieurs articles ont fleuri sur le coût du gaz. Ils étaient tous titrés de la même façon. D'ailleurs, c'était intéressant. Alors que le prix du gaz baisse, vos factures vont augmenter en 2026. Voici pourquoi. C'est Alexis Poulain, vous savez, qui intervient chez nous dans l'émission Alerte Générale, qui a fait ce tweet en réponse à BFM, là en l'occurrence. Vous êtes pris pour des cons. Voici pourquoi. Quand on détaille dans l'article les raisons, eh bien, l'on comprend que c'est à cause du prix de l'abonnement, mais également de la prise en considération du biogaz qui coûte tellement cher que les factures vont augmenter. Voilà, les Français sont très contents, Jean-Yves. Toute la politique énergétique, pour sauver la planète, aboutit à une explosion des prix à la fois de l'électricité et du gaz. Et on termine ces pastilles de l'information avec Noël. Noël que l'on vous souhaitera d'ailleurs très bon, chers téléspectateurs, dans quelques instants. Noël, vous vous en souvenez, la semaine dernière, on vous disait que France Info avait réussi à comparer les marchés de Noël avec une tradition nazie. L'humanité, qui est décidément toujours dans les bons coups, a repris cette assertion, alors que France Info avait supprimé la vidéo dans un second temps. Toujours est-il que cela a déclenché un peu une enquête du Figaro qui constate que le mot Noël semble lentement disparaître des villes françaises et qu'il est remplacé par l'expression un peu fourre-tout, un peu inclusive, hein, comme dit l'article du Figaro, joyeuse fête. Et c'est vrai, quand on vous dit joyeuse fête, c'est difficile de rebondir en disant non, joyeux Noël. Joyeux Noël à nos spectateurs, à tous ceux qui nous suivent. Et merci d'être là et merci de regarder Immédiat fidèlement. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous redit un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année pour la nouvelle année, puisque on se retrouve en janvier, à l'année prochaine donc. Mais avant, Jean-Yves, on ne quitte pas nos téléspectateurs sans le traditionnel portrait piquant de cette semaine, consacré au fabuleux Thomas Legrand, qui passe aujourd'hui sur le grill de la commission d'enquête parlementaire de Charles Aloncle. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette saison et à l'année prochaine. Portez-vous bien. Nous avons l'honneur d'être la quintessence du bobo. C'est ainsi que se définit Thomas Legrand sur France Inter le 19 avril 2012.
Thomas Legrand a longtemps sévi sur RTL avant de rallier ensuite France Inter et Libération. Né en 1963 à Paris, Thomas Legrand suit un parcours secondaire à Saint-Thomas-d'Aquin dans le 7e arrondissement. Après une maîtrise d'administration économique et sociale à Paris 1, il se dirige vers le journalisme en 1988 en rentrant à RMC où il suit entre autres le Front National. Mais ses véritables débuts sont avec RTL, dont il rejoint la rédaction en 1993. Il sera au service étranger avant de devenir grand reporter, puis correspondant permanent à New York de 2001 à 2005, où il couvre bien sûr les événements du 11 septembre 2001. À son retour, il est nommé chef du service étranger, puis chef du service politique en 2007. Il remplace le dinosaure Alain Duhamel pour l'éditorial politique du matin durant l'été 2008. Après 15 ans à RTL, il est débauché par France Inter, où il présente l'éditorial politique pendant 14 ans, jusqu'en 2022. Il écrit sporadiquement pour Slate, ainsi que pour le magazine Les Inrecuptibles, dont il signe parfois l'éditorial. Il quitte le journal à l'arrivée d'Audrey Pulvar à sa direction. Il a participé régulièrement au club de la presse du Grand Journal sur Canal+. Il est marié à l'écrivain et journaliste Laure Vatrin, rencontrée à RTL, avec laquelle il a écrit « Ça ne s'invente pas »,« La République Bobo » et « Les 100 mots des bobos ». À la rentrée 2022, il est aux manettes de l'émission Enquête de politique, toujours sur France Inter, et signe une chronique politique dans Libération, journal qu'il confesse lire quotidiennement depuis toujours. Pour mieux le définir, laissons-lui la parole. Comme dans le journal suisse Le Temps, du 22 octobre 2018, je cite « Le bobo est à l'aise avec la mondialisation et s'intéresse peu à l'entre-deux, la nation. On parle de glocalisation, contraction de global et local. En politique, la droite très conservatrice et une frange de la gauche révolutionnaire reprochent au bobo un manque de nationalisme ou de conscience de lutte des classes. » Fin de citation. Ou encore sur France Inter, le 15 décembre 2021. Je cite « Il y a spontanément de nombreux volontaires pour l'insertion, l'alphabétisation des migrants, hallucination d'éditorialistes bobos bien pensants ? Non, froid, ou plutôt chaud, constat des acteurs qui organisent ce vaste programme d'accueil. D'ailleurs, en quittant les écrans des chaînes bolloréisées, en parcourant plutôt les pages des quotidiens régionaux, donc en s'attachant au récit du terrain plutôt qu'au coup de gueule des plateaux, on a tous les jours les détails de cette réussite. Fin de citation. Au fond, comment définir ce type de journaliste ? Comme beaucoup de son espèce, il souhaite sortir de l'histoire. Il est honteux. Honteux d'être blanc, européen, homme de plus de 50 ans. Il veut ardemment disparaître et nous voir disparaître avec lui. Après tout, on n'est pas obligé de le suivre sur cette voie.